bonjour et merci d'être présent pour cette présentation. Donc c'est toujours un peu un espèce de parcours où on survolera les choses avec la difficulté évidemment de... Si vous êtes allé voir l'exposition, vous comprenez combien l'écart est immense entre la possibilité que j'ai de vous montrer ces fragments et puis tout ce qui constitue la nature de l'exposition même, c'est-à-dire un espèce d'environnement, une installation au sens plein du terme qui crée aussi des conditions de visibilité des œuvres, tout autant en termes de ce qu'on a à voir, de ce qu'on a à entendre, de comment on place son corps, comment on déambule, comment on articule des images entre elles, etc., qui sont une partie, je vais essayer de vous parler de ça, très importante de mon travail. Donc, je me disais que, bon, j'espère que vous avez vu l'exposition, je ne sais pas, en tout cas, c'est vrai que je vais partir de là, puisque quand on fait une exposition au Jeu de Paume, la question se pose d'emblée de savoir si la nature rétrospective du travail, est-ce qu'on va faire une espèce de bilan rétrospectif de 15 ou 20 ans de travail, ou est-ce qu'on montre ce qu'on fait maintenant, pourquoi, enfin, toutes ces questions se posent. Moi, vous l'avez vu, j'ai choisi d'inaugurer par une œuvre assez inaugurale pour moi qui était le catalogue de gestes que j'ai commencé en 94-95, dont je vous parlerai en fait à la fin de l'entretien. Et puis l'expo comporte des pièces que j'ai terminées extrêmement récemment, notamment F au Japon et Andrea en conversation, dont la dernière mouture là a été terminée aussi là cet été. Et aussi, j'ai revisité une œuvre qui date de 2003, donc 10 ans après. Hein, voilà. Donc c'est un mélange de choses très récentes, hein, très contemporaines, et puis des choses anciennes, dans l'idée que finalement la trajectoire, malgré toutes les pièces qui se sont faites au cours du temps, tissent des liens qui, mine de rien, se ressemblent et font que surtout, et c'est peut-être ce trajet-là qui m'intéresse, là dans ce qu'on va voir, tisse surtout cette première étude de gestes que je continue, puisque le catalogue de gestes, je ne sais pas si vous l'avez un peu lu, mais le catalogue de gestes est constitué donc de films en Super 8, que ces films en Super 8 constituent au sens propre du terme un catalogue, hein, vraiment, et que je pioche à l'intérieur pour fabriquer des différentes natures d'installation, des ensembles, des articulations au sens de la phrase, hein, c'est-à-dire que le catalogue de gestes, c'est un peu se saisir de l'ensemble de ces gestes, et puis fabriquer des nouvelles phrases plus ou moins thématiques, hein, et on pioche dans un vocabulaire, hein, au sens aussi presque linguistique du terme. Ce catalogue porte en lui une part d'abstraction, il est muet, hein, et il est aussi une réflexion sur le langage par abstraction, par omission. En revanche, dans les pièces comme Andrea ou la grande pièce du tremblement de terre, le triptyque, s'est posé pour moi la question de la relation du récit, du temps, de la perception, du montage, des questions qui sont finalement aussi liées à cette tentative du cinéma ouvert ou du cinéma qu'on a pu dans les années, enfin depuis Abel Gance en fait, hein, qui n'est pas nouvelle, de ce cinéma éclaté, ouvert, etc., et des narrations sur des polyptyques ou des narrations dans l'espace et de l'articulation de ces narrations. Donc il y a un passage qu'on fait dans l'exposition entre quelque chose comme ça, qui est une introduction muette, jusqu'à des récits d'une certaine densité, d'une certaine complexité, d'une durée, ce qui sont aussi une gageure un petit peu dans une exposition en général. C'est toujours compliqué de se dire est-ce qu'on peut mettre en place quelque chose de l'ordre d'un récit, hein, dans le cas de eux par exemple, on a vraiment non pas un début, une fin, mais enfin si on veut, on peut rester les 19 minutes du récit. Est-ce que ces temps que j'impose, ces temps de perception, de lecture, est-ce que tout ça fait partie d'une exposition? Est-ce que c'était un peu l'enjeu de mon travail là? Et finalement, je pense que ça marche. Et il fallait pour ça créer des conditions qui fassent que le spectateur soit pas justement un spectateur au sens classique du terme, comme au cinéma assis sur son siège, ni comme dans beaucoup d'expositions où on montre de la vidéo un peu
un peu comme de manière annexe, un peu comme parmi d'autres choses. Non, il fallait que ce soit le centre, la question du spectateur et de sa perception, de la façon dont il va faire ce travail d'association, c'était le centre de ma préoccupation. Et ça a été le centre aussi de la façon dont j'ai organisé les choses. C'est vraiment très, très important. Je voulais donc vous parler, peut-être commencer par, que vous avez vu, mais un petit fragment qui vous permet de voir de façon un peu des choses un peu plus théoriques, des lignes de force un peu. Ce moment dans donc la pièce du fond à gauche, le triptyque que j'ai donc fait au Japon. Donc je vous rappelle les circonstances dans lesquelles j'ai fait ce travail. Je l'ai commencé en 2008. J'étais déjà allée à la villa Kujuyama. J'allais au Japon, ou je vais au Japon régulièrement depuis, même avant, depuis 1999. Donc le Japon, c'est vraiment le lieu qui a été une espèce un amour absolu pour moi, une rencontre très intense, et aussi un lieu de questionnement très dense. Et ce sujet que j'avais nommé très rapidement dès 1999, et qui était aussi déjà un sujet de travail lorsque j'étais à la villa, je l'avais nommé stratégie de survie. C'est-à-dire que dans la culture japonaise, et c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup écrit, la question de la catastrophe, et non pas à traiter au nom de la catastrophe, je dirais la catastrophe au sens où quelque chose arrive. On sait simplement qu'elle va arriver, c'est sûr, on ne sait pas quand et on ne sait pas son intensité. Et cette chose qui fait partie de l'élément naturel, mais au sens d'une espèce de cosmogonie des choses, hein, ce n'est pas hors du corps, ça fait partie de la vie, cette chose va arriver et va bouleverser les hommes, va bouleverser l'architecture, va bouleverser pendant un temps X l'ordre des choses, et il faudra ensuite réinventer ou reconstruire ou effacer, etc. Ce processus-là, le Japon le vit depuis toujours. C'est-à-dire que ce soit les typhons du mois de septembre, les tremblements de terre quotidiens sur tout le territoire, les éboulements de terre, les volcans. Voilà, le Japon est sur une terre comme ça, enfin vous le savez, hein, à l'intersection des grandes plaques tectoniques. Et donc c'est comme une espèce de plateau prêt à exploser, ou en tout cas mouvant, et on le sent, il y a une espèce de force tellurique très présente quand on est au Japon même. Donc il fallait, en termes culturels, et que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle du pays, que ce soit inscrit dans l'état des choses, ces phénomènes, et que ce ne soit pas quelque chose d'extérieur, mais quelque chose d'intérieur, et que on apprenne à vivre avec et à réagir. Donc ça veut dire que, par exemple, les architectures de bois sont aussi en bois, parce que si elles se détruisent, elles sont sur des piliers qui sont ensuite mis sur on le voit très bien à Kyoto, par exemple, les temples sont bâtis sur des pierres en quinconce, qui vont pouvoir réagir aux tremblements, différentes natures de séismes, et donc résister. Et on peut voir déjà des architectures dès le XIIe ou XIIIe siècle, et tout est écrit, il y a des traités, il y a déjà des relevés sismographiques du XIIe au XIIIe siècle à Kyoto. Donc cette stratégie de survie, elle innerve vraiment. On apprend très, 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 très tôt à réagir à une alerte, à descendre, à se protéger, et aussi on connaît les premiers soins, et aussi on connaît comment éradiquer tout ça très vite aussi après. C'est-à-dire quand on va à Kobe, où il y a eu donc le très gros tremblement de terre, je crois que c'était, je ne me rappelle plus exactement l'année, 95 par là. Maintenant, aucune trace n'est visible de ce qui s'est passé, hein, même si les gens relatent ou ne veulent plus en parler, même s'ils gardent des très grandes douleurs ou souvenirs terribles de ce moment-là, tout cela est effacé dans les lieux. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Et le personnage là que vous voyez dans Eux, donc c'est un personnage que j'ai rencontré, je crois, la deuxième année. La première année en 2008, donc j'ai entendu dire qu'il y avait un tremblement de terre. J'avais prévu de partir au Japon, et juste avant de partir,
je voulais travailler aussi sur ce sujet de la catastrophe. Je lis un article dans le journal, vraiment bref dans Le Monde, que 4 ou 5 lignes, expliquant qu'effectivement il y avait eu un tremblement de terre de l'échelle assez élevée, quelque chose comme 6,4 sur l'échelle de Richter, et qu'il y avait eu 17 morts. Voilà. Et je me suis dit, oh là là, 7,4 c'est déjà beaucoup, ça a dû vraiment être quelque chose, c'est ce que dit le personnage, c'était quelque chose. Bon, et j'ai décidé donc de modifier mes plans de séjour et d'aller dans cette région qui est située à 400 km de Tokyo, au nord, dans la montagne, à peu près à 100 km, exactement à la latitude de Fukushima, mais dans la montagne, dans un massif voilà, entre l'Iwate et le Miyagi, deux régions du nord du Japon. Voilà, on n'arrivait pas à voir les cartes, on ne savait pas quelle route était accessible, quelle route ne l'était plus, enfin en tout cas quelque chose de, voilà, de ce sentiment de post-catastrophe, en tout cas quelque chose est désarticulé et ne fonctionne pas. Donc on a réussi à trouver on s'est dit il faut survoler, et comme on est au Japon, il y a toujours des fans de quelque chose, donc on est tombé sur un aviateur fan du tremblement de terre qui avait passé son temps à survoler et qui nous a emmenés dans tous les lieux et nous a fait donc montrer ce qui était pour lui à la fois beau et incroyable. Et c'est là un peu où je veux en venir, enfin vous allez voir, c'est-à-dire que dans ce premier événement, j'ai atteint très vite ce que je cherchais, c'est-à-dire que ce bouleversement, cette catastrophe intense, effrayante, il me semble que moi, occidentale, je l'aurais lu comme, en tout cas, dans un imaginaire apocalyptique, quelque chose qui, voilà, s'arrête, est un désastre. Bon. Et en fait, dans toutes les rencontres que j'ai faites, en tout cas dans ce premier voyage, je parlerai ensuite de Fukushima, c'est différent, mais pour ce premier voyage, malgré les morts, donc il y a quand même eu des morts, malgré l'énormité de ce que ça, du bouleversement, j'ai vu toujours comme un mélange entre la peur et l'admiration, la peur et une fascination. Il y a plusieurs types de fascination. Il y a être arrêté, choqué. Si on analyse la question du sublime, il y a plusieurs façons d'être pris dans le sublime. On peut, chez les gens que j'ai rencontrés, la nature n'était pas un ennemi. Et cet événement majeur, très, 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 très puissant, finalement, les confortait dans le fait qu'ils ne faisaient partie que de ce grand tout relativement animiste, les Japonais sont très animistes, et que, voilà, que l'homme était un élément parmi ces grandes forces-là. Et ça, c'était une chose que j'ai ressentie. Donc, je vais vous remontrer, peut-être ça peut vous intéresser, ce personnage que j'ai rencontré. La situation est étonnante. Là, on est à peu près à 100 mètres de l'endroit où la montagne a été le plus fracturée, vraiment. Donc ces gens-là ont ressenti de façon extrêmement violente le séisme. Et c'est lui qui a rejoué, enfin je ne lui ai pas dit il rejoue la scène, il a de lui-même. Alors certaines personnes m'ont dit c'est les phénomènes traumatiques, c'est comme ça un traumatisme, ça doit se rejouer. Enfin je vous la remets. Puis je vous expliquerai un petit peu. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est bien.
Voilà. Donc, vous avez vu donc le jeune homme, c'est même pas revit en fait, hein, complètement ce moment-là. Et c'était, avant de partir, j'avais écrit sur la catastrophe aussi en ces termes, c'est-à-dire qu'il y a 3 temps. Il y a avant que quelque chose n'arrive, et les Japonais en parlent aussi comme une espèce de temps d'insouciance. Hein, le moment où quelque chose se passe, et ce moment-là dure. Ce qui m'intéresse, c'est que dans ce cas-là, c'était 28 secondes le temps du tremblement de terre, ce qui est à la fois extraordinairement bref et extraordinairement long. Hein, c'est-à-dire qu'on atteint des moments d'infinité ou d'un temps complètement suspendu ou d'un temps qui s'est arrêté. Et puis il y a le temps d'après. Une fois que les choses se sont stabilisées, qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que ça continue? Est-ce que ça peut être pareil? Est-ce que ça ne le sera plus? Etc. Voilà, c'est ces 3 temps-là qui m'intéressaient, et la pièce est construite comme ça. C'est-à-dire qu'on rencontre 3 personnages qui chacun vont vivre, ils vont raconter le temps exact un petit peu avant et pendant et un tout petit peu après. Voilà, ce temps-là qui se dilate, hein, ce temps où ça se passe. Et dans les vues qu'on a du paysage, on va traverser des espaces qui sont des espaces d'après, par exemple ce barrage qui a résisté, ou bien, je vais vous le montrer, le moment le plus spectaculaire, là où on voit la route complètement brisée, ça c'est absolument incroyable. Voilà, ça je vais le montrer. Et après, dans la vidéo, vous verrez, on reconstruit. C'est-à-dire que l'année d'après, je me suis dit, est-ce que il a fallu que je retourne sur place. D'une part parce que j'avais plus que survoler, et d'autre part, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en un an? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils auront reconstruit? Est-ce que les gens auront déménagé? Qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, voilà, la montagne se rebâtit petit à petit, mais les gens étaient toujours là, et les ponts brisés étaient toujours aussi brisés, et ça n'avait pas beaucoup changé. Là, je voulais juste décrypter un petit élément important de dispositif, parce que je vais le comparer à F. Le son est très important. Ces animaux, en fait, c'est très étrange quand on est au Japon. Le bruit de ces cigales et de ces oiseaux est extraordinairement présent et puissant. Hein. C'est comme une espèce de... On est très peu habitués, nous, à cette présence-là. Et le contraste est d'autant plus saisissant que ce paysage est plus que bouleversant, plus que déchiré. Et cette nature hésite entre être joyeuse et effrayante. Hein. On est entre la jungle, une espèce de jungle, mais peut-être plus familière et plus sympathique qu'une jungle sauvage. En tout cas, elle fait appel à nous qui venons d'Occident, à un imaginaire que l'on n'a pas, qu'on ne connaît pas. Et donc il nous manque beaucoup de repères de lecture. Donc on est désarçonné entre ce paysage et ces animaux. Et c'est cette place du spectateur qui est pris entre ces étaux de perception qui m'intéresse. Et c'est pour ça que cette pièce est construite avec ce triptyque. Hein. C'est un autre élément que j'ai mis en place, c'est-à-dire le récit, il a une espèce de linéarité construite sur ces 3 temps, c'est-à-dire l'avant, pendant et après, et surtout le récit se déploie sur 3 écrans avec une composition qui est une composition d'ordre musical pour moi. Hein. Les 3 écrans fonctionnent comme un peu comme on construirait une partition avec des moments de soliste où le soliste joue. Et ce que j'appelle le soliste, c'est quand la personne parle et raconte et relate et rejoue.
et puis des moments où les choses sont ensemble, où les trois écrans ont la même image, et puis parfois les trois écrans ont une image différente. Ça impose au spectateur, et ça c'est tout le sujet de cette exposition, la fabrication de sa propre lecture. Même si je guide, même si je donne les éléments d'une construction qui a quelque chose d'une certaine linéarité, il y a une diffraction de la perception et qui inclut la perte, c'est-à-dire que si on se concentre sur, je ne sais pas, lire un texte et sur un des écrans, évidemment qu'on perdra, on va perdre quelque chose, on va avoir un sentiment de quelque chose d'insatisfait, et c'est cette insatisfaction, ou en tout cas cette perte, qui permet justement un jeu entre ce qu'on perd et ce qu'on retrouve. En 2005, j'ai fait une pièce que je vous montrerai après, qui s'appelle sur la porte de Birkenau, où j'avais déjà, c'était une commande du mémorial de la Shoah à Paris, vous pouvez aller la voir, elle n'est pas extrêmement bien présentée parce qu'il y a des problèmes de lumière et tout ça, mais qu'importe, elle est visible en permanence, rue Geoffroy-Lanier, dans le mémorial de la Shoah. Et la commande qui m'avait été faite, c'était de filmer la porte de Birkenau, de trouver une image de... Et j'ai proposé un plan, donc un geste, un plan qui dure à peu près 3 minutes, je vais peut-être vous le montrer, comme ça va... Et qui s'appelle, ça a plusieurs noms, en français ça s'appelle un travelling compensé ou un transtrave, ça a plusieurs... voilà. Et l'idée, c'est un mouvement paradoxal ou un mouvement contradictoire qui fait que quelque chose s'avance tout en reculant. Ou bien, voilà, on est dans une avancée et dans le même temps on recule. Comment est-ce que ça peut se faire? Eh bien, en termes très concrets, c'est un travelling, donc sur les rails sur les rails de la rampe de Birkenau, un travelling de 25 mètres, donc on s'avance vers la porte de Birkenau, exactement de manière synchrone, donc c'est assez difficile à faire techniquement, on recule avec le zoom, on recule optiquement. Hein, donc c'est une des figures rhétoriques du cinéma d'Hitchcock en particulier, qui a beaucoup employé ça, maintenant on l'emploie pas mal dans les clips, je vois pas mal de clips qui utilisent ça depuis une dizaine d'années, qui donne aussi un peu un sentiment de vertige, ou c'est très 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 désagréable, agréable et désagréable en tout cas comme sensation, et qui pour moi au-delà de la sensation avait un principe conceptuel de dire que au moment, donc c'était à peu près 60 ans après Auschwitz, filmer la porte de Birkenau me plaçait moi, ou plaçait le spectateur dans cette possibilité de la mémoire et cette même impossibilité, qu'on était exactement dans ce temps-là. D'autres y ont lu, il y a eu beaucoup d'interprétations, ça peut être d'y rentrer, de ne pas y rentrer pour ceux qui ont vécu, enfin bon, mais en tout cas d'être sur le seuil de quelque chose. Hein. Et donc je vais vous le montrer parce que le fait d'avoir eu à travailler en termes conceptuels sur un seul plan, donc vraiment prendre... C'est ce que j'ai fait avec le catalogue de gestes, je travaille sur une nature de plan, le gros plan. Voilà. Donc vous avez vu l'effet produit, que les rails ne bougent pas alors qu'on avance, enfin que la porte s'agrandit. Il n'y a pas d'effet de mouvement
visible en tout cas. Donc je pense que si j'avais pas fait la porte de Mirkono, j'aurais pas fait F. C'est vraiment des points des points d'accrochage pour penser. C'est-à-dire que ces pièces-là, ces œuvres-là sont vraiment des œuvres mentales. C'est pas le résultat est ce qu'il est. Je suis très heureuse de ce résultat, mais ça n'était le résultat que d'un processus complètement décidé sur son principe. Et c'est la même chose pour F, c'est-à-dire que donc, je vais vous montrer des fragments si vous ne l'avez pas vu. Mon idée était encore une fois que je devais représenter une forme d'imreprésentable et que le dispositif que je cherchais devait évoquer une chose que j'ai toujours... Dans cette histoire de catastrophe, je vous ai parlé de ce moment d'avant, le moment de l'insouciance, le moment où les choses ont sont l'air si banales, si peu prévisibles. Et j'ai toujours trouvé, je crois qu'il y a des vers de Valérie là-dessus, la mer d'une insouciance ravageuse, en tout cas, et ça s'appelle l'océan Pacifique, c'est pas pour rien. Enfin, en tout cas, il y a une espèce d'oxymore là entre l'océan Pacifique et la violence du tsunami, que je trouve quasi insupportable. Et donc c'est cette mer si tranquille, peut-être douce, en tout cas simple, et là, la force et la violence de ce qui s'est passé. Il fallait que je fasse cohabiter cette vision-là, donc de ce calme, de l'après, de l'avant, et puis de ce qui était encore visible de cette catastrophe, avec là encore plusieurs graduations dans le visible, puisqu'il y a eu 3 catastrophes à Fukushima. La catastrophe du tremblement de terre, en termes de visibilité, elle rejoint celle du tsunami, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où, comme à Isanorama, à l'endroit où nous étions, le village et les maisons qui se trouvent près du littoral sont dévastées et ils restent sur le sol comme une espèce de ruine, ça ressemble un peu à Pompéi en fait, c'est assez étrange. Donc voilà, là il y a des traces parfaitement visibles de ce qui s'est passé. Voilà, tout a l'air juste complètement normal. Il faut juste savoir que tous les gens de cette région, mais c'est une énorme région, c'est à peu près 120 km², c'est absolument énorme. Tous les gens qui habitent là, qu'ils soient jeunes, vieux ou des enfants, sont condamnés. Ils sont condamnés en termes, dans le sens où ils ont plus ou moins subi la radioactivité au moment du 11 mars. Là. Donc ça dépend aussi. Mais surtout, ils sont nés à Fukushima. C'est-à-dire que c'est le même phénomène qu'à Hiroshima. Quand on est né dans cette région, si on écrit ça sur son passeport, etc., on va traîner ça toute sa vie. Les jeunes filles ne vont pas se marier, les enfants ne pourront pas avoir d'enfants, etc. C'est comme une espèce de ségrégation sociale, une violence absolue qui fait que, voilà, on est condamné. Et ça, c'est aussi une chose invisible, qui est un post-catastrophe que je ne pouvais pas du tout montrer, évidemment. Et donc, l'idée que j'ai eue de pouvoir montrer tout ça sans pouvoir le montrer bien évidemment, c'était ce jeu des miroirs, là, donc je vais vous montrer. J'associe 2 choses, j'associe donc encore une fois un travelling, parce que pour moi le travelling c'est vraiment le temps du regard, le temps de la marche. C'est un mode, c'est une façon de transformer la caméra en... une des façons les plus humaines de transformer la caméra, puisqu'on est vraiment dans le rythme du pas. Donc on a ce rythme-là du regard, et puis on croise régulièrement des miroirs qu'on a posés près du travelling et qui nous renvoient le contre-champ, c'est-à-dire ce qui est dans notre dos et ce qui est donc invisible, ou ce qui a été dans le cas de la mer, l'événement à venir, ou l'événement advenu. Donc c'est vraiment un jeu sur le passé et le présent, enfin tout un jeu de résonance possible. Donc c'est aussi très
dire une œuvre très mentale au départ. C'est pas. Je voulais vous montrer. Je vais vous montrer peut-être le moment de la commémoration, qui est assez beau. Donc on y était vraiment les jours de commémoration. Donc là c'est Isanorama, on est à 25 km de la centrale, on est à 5 km de la zone interdite inaccessible. Voilà, donc ça dure. La pièce, elle dure 17 minutes, donc je ne vais pas tout vous montrer. Je vais vous montrer ce moment à Fukushima, parce qu'on passe de la zone dévastée à la zone habitée. Voilà, parce que ça, c'était vraiment étrange d'arriver là. Bon, il y a plusieurs. Je voudrais vous parler d'Anis Niké, mais bon, André en conversation, ce qui est intéressant et ce qui rejoint des choses, même si ça ne se voit pas en termes visuels, des choses plus anciennes, c'est la structure et l'installation. Vous avez vu tous les écrans, les écrans qui sont posés au sol et qui nous invitent à nous asseoir avec les coussins. Et surtout l'idée qu'on doit faire son récit. On articule les éléments un peu avec la part de hasard que ça comporte, la part, encore une fois, de perte. Je suis partie du principe que, surtout Andrea parle en allemand, bon, peut-être des gens comprennent, mais la majorité des spectateurs en France ne comprendraient pas forcément ce qu'elle dit, donc on lirait les sous-titres. Et les sous-titres, pour moi, c'est une forme esthétique tout aussi importante que l'image. Dans eux, je vais travailler le sous-titre comme un élément graphique. J'ai pensé que le sous-titre allait souligner, un moment dans le sous-titre, dans eux, il dit c'est un paysage difficile à décrire. Cette image avec le paysage et ce sous-titre, c'est presque une légende qui est venue sur l'image. Et ce statut-là, je le trouve très très passionnant et il a en général très peu été étudié. Mais en fait, en soi, c'est quelque chose qui devient de plus en plus familier, dont on ne se rend pas compte. Mais on se met à voir beaucoup de vidéos dans les musées, ça, et avec des sous-titres, on est habitué à lire ça, et on lit ça comme si... En fait, non, c'est un élément esthétique et c'est un élément de langage tout aussi crucial et important que le reste. Donc je suis partie de ce principe qu'on entendrait d'Andrea comme une espèce de mélopée qui serait sa voix, pas forcément audible, qu'on entendrait des fragments musicaux aussi, et que ça créerait comme un fond sonore, et que ce à quoi on s'attarderait, ce serait aux images et à ces fragments de texte qu'on lirait, qui constituent aussi comme des éléments poétiques. Donc ça, c'est une partie très importante, et je voulais donc qu'on soit assis, qu'on puisse lire, ou bien qu'on soit debout, et qu'on ait donc une autre approche qui soit celle de la déambulation, et un peu comme un consommateur, parce qu'on est consommateur maintenant dans les expositions, on consomme des fragments et on s'y arrête ou pas. Et ça fait partie intégrante de mon travail, l'idée qu'on n'aura pas tout. C'est pas grave, c'est absolument non exhaustif, on peut rester 2 heures si on veut, des gens restent 2 heures, mais c'est pas grave. Quelque chose, il peut y avoir comme une espèce de fulgurance, voilà, et ça m'intéresse d'autant plus que
c'est lié à la nature même de ce que je présente dans l'installation d'Andrea, qui est, donc je ne sais pas si vous avez un peu lu l'histoire d'Andrea, qui est une histoire fulgurante, extraordinaire, puisque cette femme, qui est une Allemande de Bavière, qui a un peu moins de 40 ans maintenant, était donc une mère de famille extraordinairement banale, presque un archétype de la banalité, avec 3 enfants, mariée à un charpentier, enfin bon voilà, travaillait dans une agence de voyage. Et elle va voir un spectacle de chaman, un peu comme on peut aller nous au Théâtre de la Ville ou au Quai Branly voir un spectacle de chaman. Et un homme, à la fin de la soirée, vient la voir et lui dit Madame Kim, qui est donc la grande chamane coréenne, qui est le trésor national vivant, veut vous voir. Et bon, elle hésite, elle n'a même pas du tout envie, elle ne comprend même pas du tout pourquoi. Et voilà, on la rappelle, elle donne quand même ses coordonnées, on la rappelle et elle se fait convaincre et elle va voir Madame Kim, elle retourne à Mondsee, donc ça se passe en Autriche. Et là, cette Madame Kim, qu'elle ne connaît pas, dont elle n'avait jamais entendu parler, pas plus que du chamanisme coréen, lui dit qu'elle a ce que les Coréens nomment Chimyong. Chimyong, c'est la maladie chamanique. Et donc, elle est atteinte de la maladie chamanique. Et cet entretien dure 3 heures et elle ressort complètement assommée, ni convaincue ni pas convaincue, juste assommée par quelque chose d'aussi étrange et d'aussi brutal. Et plusieurs semaines après, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer. Elle est donc voilà, et que sûrement ce cancer est un des éléments, un symptôme de la maladie chamanique. Elle met du temps, mais elle se décide finalement de suivre l'initiation que Kim Il-sung lui a proposé de suivre. Et donc elle part en Corée, se fait initier pendant 11 jours et donc devient chamane coréenne. Voilà. Et donc c'est ce récit que je déploie avec différents types de matériaux. Des matériaux, là aussi, il y a des matériaux hétérogènes. C'était la question de comment assembler des choses qui ne sont ni tournées dans le même temps, parce que j'ai des archives qui vont de 1927, 2006, 2009, 2011, 2013, donc des choses très hétérogènes dans leur facture même, dans leur temporalité, dans la nature des récits, parce qu'il y a des choses narratives, il y a des choses qui sont au contraire des tableaux d'évocation, etc. Comment cet assemblage peut fonctionner? C'est d'où la nature de ce dispositif-là qui fait qu'on peut rentrer dans quelque chose et s'en retirer. Il n'y a aucune dictature du sens dans mon travail. On est relativement libre avec ce que j'impose dans le récit. Et donc, m'intéressait aussi de savoir si quelque chose d'aussi banal qu'un entretien, un interview, parce que dans le langage télévisuel, on est tous habitués à voir des documentaires, on est tous gavés de télévision et on a tous l'habitude de voir des gens parler pendant plus ou moins de temps. Voilà. Mais l'interview classique, au sens l'interview, n'est pas une forme qu'on revendique dans l'art contemporain. Enfin, c'est pas, voilà, ça semble être un truc plutôt très banal et très inintéressant. Dans cette pièce, il y a 10 minutes d'interview d'Andrea, telle qu'elle, brute, parce que je voulais qu'on voie son visage et je voulais qu'on l'entende parler. Et la nature, et là c'est extraordinaire, la nature du récit qui se déploie, en termes syntaxiques, est magnifique. Par exemple, elle répète toujours en allemand und dann et encore. Et alors, elle fait toujours une phrase qui commence comme ça. Et elle raconte une série de péripéties qui ne cessent d'advenir, des obstacles, etc. Donc c'est presque de la nature d'un récit mythique, son récit. Il n'a rien d'un avant, d'un après. Il est une espèce de boucle permanente d'incidents qui font comme si sa vie était toujours le jouet de quelque chose d'autre. Cette nature-là de récit, donc je voulais qu'elle soit présente et voilà. Et la forme que j'ai trouvée, elle est toute simple. C'est vraiment l'entretien. Ce qui est, je vous montre 2 minutes, mais enfin je vous montrerai par exemple.
C'est la construction d'un véritable suspense. Hein, et la façon dont elle raconte, c'est vraiment chacune des étapes c'est Hitchcockien, tout y est, c'est absolument magnifique. Et c'est cette nature même du récit qui m'a passionnée et que je voulais pouvoir articuler. Une de mes théories, je dirais, esthétiques, quand j'ai commencé ce travail, c'était que si Andrea, entre autres, de son aventure personnelle, de sa propre histoire, si Andrea avait fait ce chemin, et si elle avait pu le faire, si elle avait été autorisée, c'est qu'elle avait une certaine familiarité avec quelque chose de l'ordre d'un ailleurs, d'une tradition et d'un travestissement. Je vais vous montrer une pièce très ancienne pour la question des dispositifs, quand même, parce que je crois que c'est important. Enfin, je vais parler dans le micro. C'est une pièce que j'ai montrée plusieurs fois, que j'ai qu'en photographie malheureusement, donc ça va pas être long, qui s'appelait La salle d'attente. J'ai fait ça donc en 97, je crois, 18. Elle a été montrée. Et vous allez voir, donc si vous avez vu Andrea, il y a tous ces moniteurs qui se déplacent, qui sont disposés dans l'espace, hein, où nous on s'assoit, on regarde. Et en fait, dans la salle d'attente, ce que j'avais fait, si ça veut bien. Bon, ça rien. C'est voilà. Cette pièce, donc. Ça demande un tout petit peu d'imagination, mais c'était donc je l'ai entièrement construite, hein. C'était des sièges un peu comme de référence à des sièges de salle d'attente ou d'aéroport un petit peu. Et quand j'ai fait cette pièce, les vidéoprojecteurs n'étaient pas du tout communs, c'était extrêmement difficile à trouver. Maintenant ça semble naturel, mais à l'époque pas tellement. Et sur 5 sièges, j'avais donc filmé des gens qui attendaient, et je n'ai filmé que la partie du corps exactement inscrite dans le siège. Hein, c'est-à-dire, voilà, c'est le siège qui me servait de cadre. Et il y avait aussi une chose qu'on ne voit pas là, mais qui était très jolie, c'est que les projections, les corps glissent comme ça. Ils arrivent, ils glissent, et ils repartent en glissant. Donc ça crée un mouvement très doux entre chaque personnage, et un mouvement d'aléatoire. Et ce mouvement d'aléatoire, c'est le même type de construction de partition aléatoire que j'ai toujours, que ce soit dans Andrea ou que ce soit dans eux. C'est-à-dire que des événements arrivent et puis il y a une part de hasard dans la façon dont ils vont fonctionner ensemble ou pas, apparaître, disparaître. Et il y avait comme ça toute une sociologie différente, puisqu'il y avait des enfants, de toutes sortes de personnes qui attendaient. Donc cette pièce, elle était, je crois, assez fondatrice, puisque mine de rien, même s'il n'y a pas de récit à l'intérieur de... Là, il y avait quelque chose d'un temps très long, parce que les gens pouvaient s'asseoir,
avaient les projections sur eux ou pas. On pouvait jouer avec la projection même. Et surtout, participer d'un temps assez long, hein, un temps de découverte, d'apparition, de disparition, qui est aussi toujours là dans Andrea, finalement, d'une autre façon. Voilà. Et voilà, et donc on peut juste revenir catalogue de gestes, je vais vous le remontrer juste une minute. L'idée du catalogue, c'est que chaque geste est filmé donc en Super 8, toujours de la même façon sur le fond noir, et que je constitue ce geste in extenso, ce catalogue in extenso. Il n'y a pas de fin, c'est une œuvre ouverte, elle commence à un moment donné, et puis voilà, ça s'arrêtera que le jour où il n'y aura plus de Super 8. Mais voilà. Donc là, pour l'expo, à chaque exposition, je fais des assemblages différents. Du coup, là, vous avez des gestes qui sont pas... Je crois qu'il n'est pas dans l'expo, celui-là, je ne sais plus. Enfin, voilà. C'est toujours tourné en Super 8 ? Oui. Ouais. Enfin, tant que je peux... Voilà. Déjà, il y a ça peut-être ça, à la fin du catalogue, oui. C'est la fin technique. Oui. Sachant que déjà, j'ai un grand seuil qualitatif qui est passé, puisque j'ai plus la pellicule que j'employais. La E45, c'était pas du négatif, c'était des tachromes que je prenais, il n'y en a plus. Donc déjà, je perds un peu quelque chose. Mais bon, ça devrait continuer, je serai obligée de m'arrêter. Voilà, enfin bon... On va passer aux questions. Oui, voilà. Les choses sont très très transparentes chez moi. Je prends beaucoup de temps en revanche avec les gens pour faire que justement quelque chose se passe. C'est le temps que je passe qui fait qu'on n'est pas dans un reportage, on n'est pas dans un documentaire non plus, on est dans une autre temporalité quand je filme. Et les gens savent parfaitement... Ce qui se passe, c'est que quand on fait le chemin que je fais pour arriver là où je vais, c'est-à-dire au fin fond du Japon, Fukushima, etc., c'est déjà tellement singulier, c'est déjà tellement particulier de me voir, de nous voir avec les Japonais que c'est un geste au départ, d'être arrivé jusque-là. Et donc les gens participent de ce projet que j'ai de constituer comme une espèce d'archive de ce moment qu'ils ont vécu. Hein. Et c'est pas vu comme une mise en scène ou comme un film, ou voilà, c'est un autre statut. La question est intéressante quand même, parce que si la finalité n'est pas esthétisante, disons esthétique, est-ce qu'elle est artistique? Et par quoi passe cette dimension artistique? Parce qu'il y a une dimension documentaire, on a vu des interviews, il y a la dimension collaborative. En même temps, c'est gênant de parler de collaboratif à propos de Fukushima, parce qu'on n'a pas le même vécu que ces gens, etc. Donc cette ambiguïté-là qui enveloppe ce travail, est-ce que c'est pas ça qui, justement, en fait la dimension artistique? Sans parler d'engagement, on a fait un colloque auquel Jacinto a participé aussi pour l'inauguration du centre Pompidou-Metz. L'enjeu, c'était esthétique du pire. L'enjeu, c'était que peut un artiste face aux grands cataclysmes naturels, qui ne sont pas naturels du tout, puisqu'ils sont d'origine, la plupart du temps, humaine, et que peut un artiste. Et je trouve que vous apportez une réponse qui est forte, et en même temps qui est floue, quoi. Parce que le statut de votre travail est quelque chose qui... son côté, j'allais dire, flou, et justement ce qui peut être je ne vais pas parler de flou artistique, hein, c'est pas ça, mais il y a une teneur artistique dans l'ensemble de la démarche, y compris le voyage, y compris à la fin l'installation, dans l'ensemble. Et en même temps, quand vous montrez comme ça, on ne connaît pas trop le statut, quoi. Pardon d'avoir été trop long. Oui. En fait, moi je vois les œuvres comme des agencements, hein, des agencements qui créent effectivement des flous, ou en tout cas des possibles, toutes sortes de possibles d'interprétation, ou de non-interprétation, ou d'ambiguïté. Mais évidemment, c'est dans ces interstices, il y a comme des espèces de chocs entre des fragments de choses qu'on pourrait estimer
des registres de réalité qu'on connaît, banals, ou qu'on a déjà vus, hein, dont j'ai parlé de l'entretien, du reportage, du documentaire, etc. Donc qui sont des choses qui ont l'air d'être tracées, ou en tout cas, et dont moi je me saisis, hein, en connaissant très bien la nature de ces langages-là, et je les fais se frotter, hein, je les fais s'agencer, s'articuler, se désarticuler. C'est évidemment, je ne sais pas si c'est flou, mais en tout cas c'est plus des frottements, des césures, voilà, des relations. Je le vois plutôt comme ça. En fait. C'est presque éventuel par rapport à ce que peut apporter. Enfin, en tout cas, il y a aussi un grand écart entre quelque chose qui n'est pas éventuel, qui est que quelque chose s'est passé, oui, qui n'est pas du tout éventuel et qui est même faits, terrible, et voilà. Et puis cette marge-là, et en fait cette marge, elle est dans tous les récits de catastrophes. Enfin, voilà, quand les gens une des choses que je trouve passionnantes dans les récits de guerre ou dans les récits de catastrophes, c'est que ce temps dont je vous ai parlé, là, le temps que j'appelle infini, ou le temps juste après, etc., est parfois vécu comme un moment d'euphorie. C'est quand même assez fabuleux. Par exemple, les jeunes gens là, du refuge, le directeur de ce petit... C'est un centre en fait, de réhabilitation d'enfants un peu handicapés, c'est ça, cet endroit-là. Expliquait que pendant une semaine après, ils étaient tous sains et saufs, ils étaient heureux d'avoir échappé à ça, ils avaient un sentiment de vie intense, et qu'ils ont vécu dans une espèce d'utopie absolue, puisqu'ils disaient avec beaucoup d'humour à la japonaise que comme il n'y avait plus d'électricité, le congélateur avait fondu, ils avaient dû manger tous les repas de fête qui étaient normalement réservés pour... voilà, et que pendant une semaine, ils avaient fait bombance, complètement, parce qu'ils avaient l'habitude de vivre comme ça, de façon un peu dans la montagne, et que comme il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de nouvelles, il n'y avait rien, ils étaient isolés, mais extraordinairement heureux. Hein, et ces moments, justement, je parle de flou, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une lecture unilatérale de ça, c'est ça ce qui est assez extraordinaire. Il y a aussi la question des rencontres, puisqu'en fait, Andrea, enfin, les personnes que tu as rencontrées, il y a des rencontres humaines en fait, qui sont parfois à l'origine de certains projets. Donc moi je ne vois pas du tout, enfin, parce qu'il y a eu des questions peut-être en ce sens, que ça soit comme un art-thérapie ou une thérapie pour guérir une sorte de blessure. Je ne vois pas ça du tout comme ça. Enfin, alors on peut en effet avoir cette impression qu'en effet il y a une sorte de volonté pharmacologique d'une certaine manière, mais moi je ne vois pas du tout ça. Hein. C'est plutôt l'histoire de la narration et la construction de récits entre toi, les artistes, les projets, enfin, les amis que tu rencontres, tous ces gens que finalement te découvrent toi aussi, puisque finalement... Et puis il y a des choses assez étonnantes, hein, puisque notamment dans le cas d'Andrea, avec ses liens avec ce missionnaire et elle, qui est en Bavière, enfin, qui fait tout ce travail d'initiation, enfin, c'est quand même assez époustouflant, enfin, c'est pas inventé, enfin, il faut bien le dire, c'est une histoire vraie, hein, c'est pas du tout une mise en scène, d'ailleurs je l'ai rencontré une fois. Donc, bon, c'est quelqu'un qui est vraiment chaman, enfin, qui pratique ça. Donc, c'est vrai qu'on pourrait s'imaginer quelque chose d'absolument fictionnel de bout en bout, alors qu'en fait, ce sont des vraies rencontres. Donc, je pense qu'il y a cette dimension, disons, de rapport humain, en fait, de relation humaine au départ, qui se constitue dans une narration qui va se constituer, évidemment, selon ton montage. Et c'est bien d'avoir expliqué ces sources hein, par rapport à Belting et le rapport aux images, la façon dont on monte, en fait, l'histoire des images, plutôt que dans une sorte de mise en scène qui viserait à ce que l'œuvre d'art réalise une sorte de traitement d'un problème comme la catastrophe de Fukushima ou les tremblements de terre. Je crois qu'il y a plutôt une dimension, disons, s'il y a une question de résilience, elle est plutôt au début en fait. C'est-à-dire qu'elle est proposée dès le départ par une sorte de relation que tu as avec ces personnes, et puis bon, ça marche ou pas. Je suppose qu'il y a aussi parfois des choses qu'on ne peut pas faire ou qui se bloquent, ou qui sont, évidemment, là on voit que l'aspect finit, mais sans doute des moments... Donc c'est peut-être, en fait, une sorte de mise en scène, une résilience qui va se faire à mesure et non pas du tout à la fin, quand l'œuvre finit, et qui viserait à guérir ou à aller mieux. Enfin, je sais pas, moi je vois pas... Enfin, mais peut-être qu'on peut aussi faire cette lecture, hein, je dis pas que c'est impossible. Hein. En tout cas, ce qui est clair, c'est que s'il y avait une volonté explicite, ça bouclerait quelque chose, ce que je ne souhaite pas, en fait. Hein, ça induirait un but et une linéarité qui est vraiment aux antipodes de ma façon
de lire la question de l'art, qui quand même doit être beaucoup plus distanciée, beaucoup plus entre guillemets objective, parce que je pense que c'est de là que justement se crée la tension avec le réel, la tension avec le possible. Donc c'est vrai que je peux pas... moi, je n'ai pas du tout de volonté chamanique. Voilà, je ne suis pas chamane. En revanche, le fait, mais je pense que n'importe quel dispositif filmique met en place toutes sortes d'éléments hors du commun à partir du moment où on décide voilà, et ça fait partie de ma démarche artistique que de prendre ça, la mesure de ça. Parce qu'en soi, si jamais vous faites des films, vous verrez bien, vous trouvez toujours une situation abracadabrante. Donc voilà, en général, on l'occulte, c'est un peu ce que tu dis, on voit le résultat fini, on l'occulte, on passe notre temps à camoufler ou à cacher l'accident. Et moi, en fait, j'en fais un peu le point de départ de quelque chose.